Alors, ok. En fait, l'objectif, moi, de cette présentation, c'était vraiment de vous donner quelques références d'architecture qu'on met en place, c'est-à-dire la vraie vie de ce qu'on va faire avec ce qu'on appelle OCI Function, qui est derrière du serverless. On rappellera ce que c'est un petit peu le serverless. Mais c'était vraiment ça l'objectif, vous montrer 3 archis qu'on a mis en place et qui sont vraiment des vraies architectures pour vous donner une idée. C'est bien, hein, les fonctions, tout le monde entend parler, mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Vous allez en voir, vous allez voir ce qu'on en fait. Ok. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer le premier rappel, quand même, c'est de se dire Oracle, Cloud, c'est beaucoup de services côté Cloud Native. Donc, la partie fonction, c'est qu'une sous-partie de la partie vraiment de tous les services Cloud Native. On a beaucoup de services. Donc ça, je voulais vraiment le rappeler parce que c'est intéressant. Et vous allez voir que d'ailleurs, les architectures que je vais présenter, c'est plus des associations de services entre eux. Et ce panel de services qu'on a à notre disposition permet finalement à l'architecte, au chef de projet, aux développeurs d'avoir une créativité assez vraiment sympa de façon à organiser les briques selon un certain mode. Voilà, donc tous les services, vous les avez là. On voit qu'au niveau containerisation, on fait aujourd'hui beaucoup de travail sur Oracle Cloud, notamment, on a un service managé Kubernetes, ça c'est OK. On va avoir ce qu'on appelle container instance, c'est-à-dire la capacité de déployer des images Docker, mais sans la complexité de Kubernetes. Et en allant de plus en plus simple sur la containerisation, on va avoir ces fonctions qui finalement ne sont au départ que des images tout simplement Docker qui vont se déclencher à un moment donné suite à un événement, la plupart du temps. Alors, je rappelle d'abord ce projet Oracle CI Function, et c'est un peu, on peut voir ça comme vraiment l'approche d'Oracle aujourd'hui. L'approche d'Oracle aujourd'hui, c'est on sort ce service sur Function, mais en fait, c'est avant tout un projet open source, ce qu'on appelle le FN Project. Et en travaillant sur Oracle Cloud avec Oracle CI Function, on va utiliser tout simplement fn.exe, qui est le FN Project d'origine. Ça sous-entend que la fonction que je développe, je peux la déployer sur le Cloud Oracle, bien évidemment, où là, j'ai un service manager, et on verra ce que ça représente. C'est quoi un service manager fonction? Mais je peux aussi la tourner on-premise, c'est-à-dire chez moi, je peux tourner la fonction, et je peux aussi la tourner, pour le coup, sur d'autres clouds, sur des serveurs IaaS, tout simplement. Donc, quelque chose d'assez générique, d'assez ouvert, qui ne va pas forcément du coup loquer l'utilisateur, le développeur dans un contexte particulier, même si vous allez voir qu'au final, si la structure du projet fonction n'est pas loquante, c'est un nouveau mot que je viens d'inventer, on va utiliser dedans souvent des API destinées à un cloud. Notamment, si je fais une fonction où je veux travailler avec OCIQ, je vais utiliser les API OCIQ, ce qui fait que du coup, ma fonction ne va plus être si indépendante que ça du cloud Oracle. Voilà un petit peu le contexte. C'est un service managé, function as a service. Okay. C'est dans le domaine container native. Évidemment, c'est relié à un projet open source qui s'appelle le FN Project. C'est très secure. Ce qui est sympa dans ce type de projet, c'est on va payer à l'exécution et au temps d'exécution. Donc, c'est quelque chose, une fonction finalement, c'est une image qu'on déploie, Docker, qui va être stockée à un endroit et qui ne va rien faire tant qu'on ne l'appelle pas. Et donc, on va payer à l'exécution. Vous pouvez aller voir sur Cloud Estimator les prix. Oracle Cloud Estimator, vous allez voir les prix, et c'est très peu cher. Pour des millions d'appels, ça coûte quasiment rien. Donc ça, c'est un premier point. C'est complètement autonome, c'est-à-dire qu'en tant qu'architecte, développeur, chef de projet, je ne m'occupe pas du tout de comment ça tourne. C'est ça l'avantage d'un service manager. Donc ça va se caler selon les besoins, et c'est Oracle qui gère tout. C'est très orienté event-driven, c'est-à-dire une architecture orientée événement. Tout simplement parce que souvent, qu'est-ce qui va déclencher une fonction? Souvent, ça va être un événement. Un événement, par exemple, on verra dans une des architectures, ça pourrait être un backup d'une DB. Ça pourrait être une nouvelle VM qui vient d'être créée, etc. Donc, c'est très orienté event-driven, l'utilisation des fonctions.
Comment je fais pour travailler avec Oracle Function? Tout d'abord, je développe la fonction avec différents langages. Je vais vous montrer les différents langages qui sont à la disposition. Une fois que j'ai développé sur mon poste cette fonction rapidement avec le FN, je vais en constituer une image. Cette image, je vais la publier sur une registrie Docker, donc sur le Cloud Oracle. Et puis, généralement, je vais définir un événement qui va appeler cette fonction. Exemple, j'ai un backup qui est créé, je vais déclencher cette fonction. À ce moment-là, la fonction va s'exécuter et je vais payer pour le temps d'exécution. Okay. Initialement, j'ai 2 millions de requêtes sur les fonctions gratuites par mois, donc c'est OK. Je vous passe la comparaison par rapport à Amazon. Ce qui est intéressant de voir, c'est comme tous les services cloud natifs, ça coûte vraiment très, très peu d'argent. Et la plupart d'ailleurs des services cloud natifs Oracle vont être des services managés où je vais payer très, très peu. Et en l'occurrence, je vais souvent payer que le IaaS qui tourne dessous, c'est-à-dire les VM, les machines, c'est-à-dire les processeurs, la mémoire qui est utilisée. Donc, c'est souvent très, très bon marché. Les fonctions chez Oracle, on peut utiliser différents langages. Vous voyez, Python, Java, etc., Node.js, etc., etc., etc. Donc, on peut utiliser vraiment différents langages, c'est assez sympa. Et vous pouvez donc utiliser le langage qui vous va le mieux. Ça, vous avez des tonnes d'exemples sur GitHub. GitHub, Oracle Function Sample. Donc là, vous avez des tonnes d'exemples. Alors maintenant, si on regarde les exemples, on voit bien que beaucoup d'exemples sont en Python. Donc, je vais aller voir d'ailleurs directement sur le site. On voit que beaucoup d'exemples sont en Python. Paf, elles sont là. Donc, j'ai beaucoup d'exemples en Python. Donc, en gros, si j'ai envie de faire du copier-coller, je me dis, OK, je peux faire plein de langages. Bon, maintenant, si faire du copier-coller, ce n'est pas un problème. Moi, par exemple, je maîtrise plutôt Java et pas forcément Python. J'ai plutôt choisi de coder mes fonctions en Python parce que comme il y a tous les exemples qui sont ici, voilà, c'est très, très simple. Maintenant, si je regarde une fonction en Java, par exemple, qui est ici, qui permet d'obtenir une liste des instances tournant dans un comportement. Instance, c'est une virtuelle machine Oracle sur le cloud et que je regarde un petit peu le code, voilà. Je vais m'apercevoir que si je regarde le code, en fait, c'est du code de ce qu'on appelle les SDK. Ici, si je travaille avec certains services Oracle, je vais utiliser finalement les kits de développement, software SDK, qui existent dans différents langages. Et là, en l'occurrence, sur une fonction Java, je vais utiliser le kit SDK Java. Ce kit SDK Java, c'est une façon d'interagir avec le Cloud Oracle, que je l'utilise sur un programme à moi, derrière un serveur Spring Boot, sur un script que je fais tourner, voilà, etc. Je l'utilise où je veux, ce SDK Java, et bien évidemment, du coup, je peux l'utiliser sur une fonction. Par contre, au niveau sécurité, c'est ça que c'est intéressant de voir. Alors, ça ne va pas vous parler, mais quand même, je vous présente cette ligne parce que c'est intéressant. Si j'utilise un SDK Java, que je travaille avec le cloud, ou un autre SDK, bien évidemment, se pose la question de la sécurité. Alors, pour le coup, je suis obligé de donner des informations de sécurité. On s'aperçoit ici que lorsqu'on déploie ce type de code, soit sur des VM d'instance IaaS, soit sur Function, eh bien, on ne va pas définir la sécurité, parce que simplement, la sécurité va être héritée de l'endroit où ça tourne. Voilà. Ça permet de vraiment simplifier du coup le code. C'est pour ça que vous voyez qu'ici, je récupère le provider, ce qui est le composant de sécurité, simplement par rapport à l'environnement où je vais tourner. Et ça me permet du coup de tourner sans fournir mon user, mon authentification token, etc., etc., etc. Et ça me permet de travailler tout simplement et donc d'écrire des fonctions très, très simplement, puisque la sécurité, finalement, j'ai rien à faire, j'ai une ligne à faire. OK ? Donc, vous pouvez tout utiliser, mais beaucoup d'exemples, encore une fois, ici, sont en Python au niveau du répertoire GitHub. Maintenant, on peut utiliser tous les SDK que vous avez vus. Alors là, c'est un peu à vous au feeling, selon votre préférence. Vous utilisez ce que vous voulez. Okay. Alors, comment je vais appeler ici une fonction? Je vais pouvoir m'intégrer avec différents composants au niveau du Cloud Oracle. Notamment, cette intégration, elle peut se faire soit, par exemple, par le déclenchement d'un événement. Donc, je vais utiliser Event Service, où là, je vais définir une règle, et cette règle va déclencher un trigger qui va appeler
une fonction. Cette fonction va pouvoir travailler avec différents services du cloud, puisque je vais utiliser les SDK pour travailler avec, les Software Development Kit fournis par Oracle. Je peux, par exemple, travailler et changer quelque chose sur une VM. Je peux aller lire un secret. Je peux insérer une donnée dans une Autonomous DB. Okay. Deuxième façon, c'est une notification. Notification, c'est un peu, on pourrait comparer ça à un événement de publication souscription. Donc, je vais définir une notification qui, éventuellement, va, elle, envoyer, va déclencher d'autres choses. L'API Gateway, on la retrouve souvent, c'est un composant des architectures microservices. Et sur ces architectures microservices, ça va me permettre d'être en frontal d'un microservice pour rajouter notamment de la sécurité. Là, vous voyez tout de suite l'intérêt de l'API Gateway, qui est un service du Cloud Oracle. L'intérêt de l'API Gateway, c'est de permettre d'avoir une URL REST permettant d'appeler une fonction qui a été déployée. On va avoir aussi la possibilité de définir un service connecteur. C'est un hub qui permet, un mini-hub qui permet d'envoyer, de transférer de A vers B tranquillement certaines informations, comme par exemple des logs. On va pouvoir l'utiliser au niveau d'Oracle Intégration, qui est le service d'intégration d'Oracle. Et bien évidemment, on va aussi pouvoir les utiliser au niveau de la command line interface du cloud Oracle, et on va aussi pouvoir les appeler via le SDK, parce que le SDK permet d'appeler les différents services Oracle en utilisant du code de divers langages, donc permet aussi, bien évidemment, d'appeler des fonctions. Trigger, API Gateway, encore une fois, donc je vais vous montrer un exemple où moi j'ai une architecture en production, en démonstration, qui va utiliser l'API Gateway pour accéder à une fonction. Okay, donc là, l'idée, c'est d'avoir une URL REST qui permet de taper sur une fonction et de la déclencher. Pour le coup, ma fonction ne tourne pas, et c'est au moment où je vais appeler l'URL qu'elle va être lancée, qu'elle va se déclencher. Je peux utiliser Service Connector Hub, donc c'est une espèce de cloud message bus, mais très light. Vous voyez, je peux envoyer de la gauche vers la droite. Donc, par exemple, je peux récupérer un fichier de log, je peux l'envoyer une fonction pour l'analyser, et cette fonction va détecter quelque chose dans le fichier de log et ensuite envoyer une notification, stocker quelque chose au niveau de l'object storage, etc., etc. Envoyer un message. Donc, ça, c'est possible aussi, très simplement. Je peux utiliser l'event service. Dans l'event service, c'est je vais définir un événement par rapport à un service du cloud. On va avoir une démo là-dessus. C'est la première démo d'ailleurs que vous allez avoir. C'est je crée quelque chose, par exemple un backup, et je déclenche un événement, et du coup, cet événement va permettre d'appeler une fonction pour faire un certain nombre de choses. Et tout ce qui se trouve sur Oracle Cloud, en fait, est orienté événement. C'est-à-dire, chaque fois que je fais quelque chose, j'ai la possibilité, la plupart du temps, de trapper un événement. Par exemple, je vais trapper un événement au démarrage d'un backup, je vais trapper un événement à la fin d'un backup. Par exemple, je vais attraper un événement sur un update système d'un ExaCS, donc Exadata Cloud Service, et je vais avoir un événement sur la fin de la maintenance système d'un Exadata Cloud Service. Et ça, je peux appeler une fonction avec cet événement que j'ai attrapé. Je vais avoir aussi donc, le service de notification. On voit que le service de notification, lui, il va pouvoir donc, recevoir un message, une notification. Voilà, je t'envoie cette notification sur un topic et toi, ensuite, tu fais une action. Donc, je peux avoir une action pour envoyer sur Slack, envoyer sur le PagerDuty, appeler une autre fonction, envoyer un email, etc., etc. Donc, plein de services qui sont à disposition. Dans les updates récents au niveau de function, donc dans les updates récents au niveau function, on va trouver la console Developer Experience. Okay, donc ça, c'est là, en fait, on va trouver l'équivalent d'un Visual Studio Code. Donc si je regarde un petit peu ici et que je regarde un Visual Studio Code, voilà. Ici, je vais avoir effectivement, je vais avoir la possibilité, alors, je vais rafraîchir l'écran. Voilà. J'avais perdu ma session. OK. Et là, je vais pouvoir avoir un certain nombre de choses. Je ne vais pas cliquer. Bon, bref, je vais avoir un Visual Studio Code en ligne et je vais avoir la console Cloud en ligne.
Moi, personnellement, je trouve ça encore aujourd'hui un petit peu limité d'avoir Visual Studio Code. Visual Studio Code, vous connaissez, c'est cette interface-là. Sur le cloud, elle est encore un petit peu light. Maintenant, pour développer une fonction, pourquoi pas, pourquoi pas l'avoir. C'est quand même plus puissant d'avoir Visual Studio Code sur son propre PC que de l'avoir évidemment en mode web sur le cloud. Vous imaginez qu'en mode web, il y a quand même pas mal de limitations aujourd'hui à utiliser. Mais c'est pourquoi pas. Pourquoi pas, encore une fois, c'est si vous avez des choses simples à faire, ça peut être intéressant d'utiliser Code Editor sur le cloud. Je vais avoir un catalogue de fonctions préconstruites. Okay, donc, ça, c'est tout nouveau aussi. Donc, pour le coup, la liste des fonctions préconstruites n'est pas énorme, mais c'est vraiment une super idée. C'est vraiment une super idée. Si je vais ici sur Function, voilà, et je peux aller ici notamment sur Prebuild Function, voilà, et vous voyez que je vais avoir un certain nombre de fonctions qui sont préparées, où pour le coup, je n'ai pas besoin de coder, j'ai juste à les créer. Donc, je peux choisir celle-là, par exemple. Elle va récupérer un zip file dans un object storage. L'object storage du cloud, c'est un endroit où on stocke des gros fichiers, donc ça peut être un zip. Et elle va pouvoir le dézipper et l'envoyer vers un autre, etc. Donc, il y a plein, c'est celui-là. Mais c'est un petit peu l'idée. Voilà, il y en a que 4 pour l'instant parce que vraiment, cette fonctionnalité-là, elle est vraiment toute nouvelle. Mais c'est vraiment top d'avoir finalement un catalogue de choses qui vont être toutes faites, toutes prêtes et qui me permettent de ne pas avoir finalement à coder, puisque tout va se faire tout seul, ça va être que du paramétrage à ce moment-là, que du paramétrage. Use case. Alors, le cas d'utilisation des fonctions, c'est quand même, voilà, c'était vraiment l'objet de cette présentation après cette introduction. C'est vraiment beaucoup orienté gouvernance opérationnelle. Donc voilà, c'est ça qu'on voit un petit peu après quelques mois, années de retour sur l'utilisation des fonctions dans un cloud. C'est très orienté pour opération. Opération du cloud, par exemple, je transforme une VM et j'augmente le nombre de CPU. Ou alors, je repère une VM, il lui manque quelque chose et je lui ajoute. Par exemple, je la mets dans un contexte où elle va être patchée au niveau de l'OS. Donc, c'est vraiment orienté beaucoup sur des cas d'utilisation type opérationnel. Donc, ça, c'est vraiment l'évidence. On va aussi avoir des cas d'utilisation développeurs, mais encore une fois, je dirais que c'est vraiment, c'est 3 cas opérationnels, 1 cas développeur. On va pouvoir le retrouver, donc pour le coup, comme avec les API Gateway, la possibilité d'être accédé par une appli mobile, la capacité de faire du real-time file, c'est-à-dire de traiter des fichiers en temps réel, etc., ou du machine learning, etc. Mais vraiment, si on devait retenir quelque chose au bout de tous ces mois et ces années à utiliser, et avec les clients et le retour qu'on a, nous, c'est beaucoup utilisé par les opérationnels au niveau du cloud, plus que par les développeurs, mais quand même utilisé aussi par les développeurs et plus que sur les autres sujets. Le premier cas, tout simplement, voilà, ça c'est vraiment un cas opérationnel, c'est-à-dire je vais renforcer les règles de gouvernance. Okay, c'est-à-dire que lorsque je vais avoir, par exemple, une ressource qui va être créée, je peux regarder des logs et je peux les auditer via fonction pour me dire qu'il y a un problème au niveau de la compliance. Okay, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment un cas purement opérationnel. Je peux aussi être au niveau, ingérer du log des clouds, les regarder pour détecter là encore des sécurité incidents, donc des incidents de sécurité par rapport à ce qui a été mis en place. Là encore, on voit, c'est encore vraiment de l'opérationnel. On est vraiment dans l'opérationnel, sur le suivi de la sécurité, sur le suivi de fait que certaines conditions nécessaires à la sécurité n'ont pas été appliquées sur certains éléments du cloud, et c'est ça qu'on va repérer automatiquement. Là, on est plutôt sur un process d'intégration. Alors là, on est plutôt côté développeur, c'est-à-dire mon objectif, c'est j'ai un Exadata Cloud Service qui tourne sur le Cloud Oracle et je sais que j'ai besoin de mettre en place une chaîne d'intégration avec un certain nombre de fichiers. Ce que je peux faire, effectivement, c'est envoyer ces fichiers pour les stocker sur ce qu'on appelle l'Object Storage d'Oracle, qui est vraiment un environnement de stockage
pour stocker des gros fichiers ou n'importe quoi, hein, des fichiers JSON, etc. Et pour le coup, chaque fois qu'un objet va être stocké au niveau de l'object storage, je vais avoir la capacité de déclencher un événement. Cet événement va entraîner l'exécution d'une fonction. Cette fonction va pour le coup récupérer automatiquement le fichier qui a été à l'origine de l'événement et va pouvoir le parser, par exemple, et pour l'insérer sur Exadata Cloud Service. Vous allez retrouver un petit peu ce use case-là, vous allez le retrouver sur LiveLab. Donc, si vous allez sur LiveLab, c'est vraiment l'endroit le plus recommandé aujourd'hui pour aller travailler avec Oracle Function. C'est vraiment, vous allez sur LiveLab, hein, c'est gratuit, voilà. Et ici, vous avez tout un ensemble d'éléments qui vous permettent de tester. Et si je fais Functions, voilà, j'ai des tonnes et des tonnes ici de LiveLab qui me permettent de tester ça. Si je prends l'exemple que je viens de vous présenter, bon, vous l'avez un petit peu ici. Au lieu d'envoyer sur un Exa CS, Cloud Service, vous allez envoyer les informations vers un Autonomous DB. Ici, vous allez retrouver le Live Labs, vous avez le temps qui est là, et vous commencez à faire un start. Parfois, vous avez la possibilité de l'exécuter sur un environnement du Cloud Oracle directement, ou il faut que vous ayez un propre tenancy. Votre propre tenancy, je vous rappelle, vous avez eu 10 000 messages, vous pouvez avoir un tenancy en test gratuit. Et si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir la possibilité de suivre ce Live Lab sur Function. Et ça, c'est vraiment top, parce que vous avez vraiment tout du début jusqu'à la fin, encore une fois, pour vous-même tester votre fonction. Comment créer votre free trial account, mais vous allez avoir plein d'infos pour le faire via cet événement. Vous allez avoir les prérequis ici pour créer les fonctions, puis ensuite vous allez dérouler le Live Lab pour arriver à la fin et finir par créer la fonction qui écoutera des événements de l'object storage pour récupérer des fichiers et les insérer sur une Autonomous database. Donc c'est comme ça, hein, ici sur Live Labs, que vous pouvez commencer à travailler sur Oracle Function. Franchement, en termes d'auto-formation, c'est vraiment génial. C'est vraiment expliqué ligne par ligne, c'est super clair. Et ça permet vraiment de se mettre le pied à l'étrier et de commencer. Ça, c'est vraiment top. OK. Vous pouvez ici, autre use case, encore une fois, c'est plutôt de l'opérationnel. Hein, c'est décider, par exemple, de resizer une virtual machine. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez suivre la CPU utilisée, par exemple, d'une virtual machine. Vous allez déclencher une alarme et vous allez avoir une démo là-dessus. Vous allez déclencher une alarme et suite à cette alarme, eh ben, vous allez appeler une fonction dont la vocation est de dire « Ok, la VM n'est pas assez grosse, je vais la resizer pour augmenter le nombre de CPU, etc. etc., etc. » Et ça permet, encore une fois, c'est un cas d'utilisation plutôt opérationnel qui est possible à mettre en place. Okay. Autre use case aussi, vous pouvez mettre évidemment les Oracle Functions en frontal de tout un ensemble d'outils, d'applications SaaS sur le cloud, tout simplement parce que via l'API Gateway, vous allez avoir la possibilité d'appeler la fonction et d'en avoir une URL REST. Donc ça vous permet, via l'API Gateway, de communiquer directement avec tous les parties SaaS d'Oracle. Oracle a énormément de logiciels SaaS qui sont à dispo, et de construire et du coup de participer à une extension d'une application SaaS simplement en utilisant notre outil low-code qui s'appelle Visual Builder Studio, voilà, et qui lui permet de construire des extensions de nos applications SaaS et qui pour le coup nous est capable de construire un certain nombre de modules et de nouveaux modules en appelant des URL REST. Alors soit des URL REST qui appellent directement des bases de données Oracle via ce qu'on appelle ORDS, mais ça je vais vous le présenter, soit via une API Gateway qui appelle tout simplement une fonction. OK. Alors, démo, on arrive au cœur du sujet sur les trois références architecture. Donc, les trois architectures de référence que je vais pouvoir vous présenter, où là, vous allez voir, premier use case, c'est monitorer les backups d'Oracle Cloud Infrastructure avec fonction et Autonomous JSON. Okay.
Alors, pourquoi ce use case? Tout simplement, quand on est un client Oracle et qu'on utilise le cloud Oracle, on a énormément, à un moment donné, on a beaucoup de VM en production, on a beaucoup de databases en production, on a des exa CS en production, et donc on a beaucoup de choses à suivre en termes principalement de backup, par exemple, ou en termes de maintenance, si je veux suivre, parce qu'en fait, ce use case fonctionne avec beaucoup de cas. Ça peut être du backup, ça peut être de la maintenance. Bon, vous allez voir une démonstration avec ce qu'on appelle un file storage snapshot, c'est-à-dire le backup d'un file storage. Un file storage sur le Cloud Oracle, c'est un répertoire de stockage partagé via NFS sur différentes VM IaaS. Okay, et pour le coup, j'ai la possibilité d'en faire un snapshot pour en faire une sauvegarde, être capable de le restaurer plus tard. On pourrait aussi utiliser ça pour un DBSS backup. Mais encore une fois, comme je vais utiliser le service OCI Event Service, qui lui est capable de déclencher un événement sur énormément de choses, par exemple, je pourrais déclencher aussi un événement sur le clone d'une VM. Je pourrais déclencher un événement sur la maintenance d'un ExaCS. Okay, je suis un gros client, j'ai une dizaine d'ExaCS sur le Cloud Oracle, et il y a des maintenances programmées pour le cloud. J'ai quand même bien envie d'avoir de façon centralisée un aperçu de tout ce qui se passe en termes de backup, de maintenance pour toute mon infrastructure. Alors oui, je peux recevoir des emails de notification. C'est très simple. Et de dire, je veux un email lorsque j'ai une maintenance. Mais ça marche quand j'ai une DB, quand j'ai une VM. Mais quand j'en ai des dizaines et que j'en ai plein, il y a un moment donné, dans mon système email, je vais être carrément saturé. Et donc, ça ne va pas fonctionner. Donc là, je peux adopter une autre stratégie. L'autre stratégie, c'est je définis un événement sur un backup. Okay. Ici, vous allez voir cet exemple-là. Cet événement sur le backup va pouvoir invoquer une fonction. Et cette fonction va récupérer l'événement. Et il se trouve au hasard que l'événement, d'un point de vue Oracle Cloud, est un document de JSON. Donc, quelle est la meilleure cible pour stocker de façon naturelle un événement JSON? Bien évidemment, ça va être Autonomous JSON. Et donc, la fonction va stocker ce document dans une Autonomous JSON. De la même façon, l'event, en plus d'invoquer la fonction ici, va être capable de créer une notification qui, elle, va déclencher l'envoi d'un email. Ça, c'était juste pour la démo. Parce qu'en fait, on peut faire plein de choses ici. Une fois que je stocke tous ces événements de backup de tout mon environnement cloud, tous ces événements de maintenance, etc., dans Autonomous JSON, je peux construire une interface de visualisation avec Apex et je peux du coup visualiser de façon centralisée la totalité des événements d'une infrastructure qui m'intéresse. Là, ce que vous pouvez voir, c'est cette architecture-là, en fait, elle est déjà présente et elle vient juste d'être publiée la semaine dernière sur l'architecture Center. Alors, c'est intéressant pour vous de connaître l'architecture Center. C'est vraiment intéressant pour vous. Voilà, si je fais Oracle Architecture Center, Oracle Architecture Center, là, je vais tomber là. Et là, vous pouvez avoir la description de toutes les architectures de référence. Donc, si je fais backup, par exemple, voilà, si je fais backup, et je vais tomber sur la publication de ce que vous allez voir. OK. Alors ça, c'est hyper intéressant pour vous comme site à connaître, parce que vous avez tous les sites d'implémentation et des bonnes architectures à utiliser. Je pourrais mettre du Kubernetes, voilà, Kubernetes. Donc, vraiment un site pour vous à retenir, l'architecture Center d'Oracle, où là, vous allez avoir énormément de use cases, énormément d'éléments. Bon, ce n'est pas l'objet aujourd'hui de les regarder, mais vous allez avoir beaucoup de choses. OK. Alors, repassons à la démo. OK, donc là, on va la voir en live. OK, donc là, on va passer sur ici. On va aller sur le storage. On a dit qu'on faisait un backup et que ce backup allait concerner un file storage. Donc, on est sur un tenant de Paris. J'ai créé un file system ici. Ce file system peut être utilisé en NFS via différentes VM. Maintenant, je vais aller dessus et je vais créer ici
un snapshot, ou même je veux en supprimer un. D'accord? On voit 2 snapshots. Donc, en fait, c'est 2 backups du file storage qui peut être utilisé par différentes VM, encore une fois. Donc, si je supprime, par exemple, celui-là, delete, voilà. Donc là, je vais supprimer cet événement. OK? Ce snapshot. Très bien. Si je me connecte ici sur la DB, alors juste pour regarder la DB ici, et que je regarde au niveau data, voilà, donc il y a 2 cas de ceiling, OK? Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Une fois que j'ai fait ça, on a un événement qui s'est créé. On va aller regarder cet événement. Alors là, vous voyez, je viens de recevoir ici mon email. Donc, on va regarder un petit peu dans le flux. Donc, si je regarde ici les événements, voilà, j'ai un événement backup following qui est là, que moi j'ai défini. Et on peut regarder, je crée un événement et cet événement va se déclencher sur create snapshot, delete snapshot, create boot volume backup pour les VM, mais en réalité, je peux ajouter des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes, voilà, de choses, voilà, et créer des tonnes et des tonnes d'événements qui vont me permettre de trapper finalement cet événement partout. Vous voyez, donc c'est vraiment très, très vaste ici. Je pourrais choisir n'importe quoi, bloc volume. Voilà, bah, par exemple, quand je change, je déplace un bout de volume, quand je fais une copie d'un bout de volume, etc., etc., etc. Okay. Une fois que j'ai fait ça, je décide quelle est l'action que je vais déclencher. Eh bien, je peux ajouter une action, et là, dans ajouter une action, eh bien, je vais pouvoir notamment soit envoyer un message sur streaming, c'est du publication subscribe, c'est un service Oracle. Je peux envoyer une notification. Pour ça, c'est vraiment un service qui est plutôt réservé aux développeurs. Je peux envoyer sur PubSub, mais la notification qui est un service light de publication subscription qui est plutôt, lui, à destination du coût opérationnel, où je peux appeler une fonction. Et il se trouve ici que eh bien, j'ai appelé une fonction. Et vous voyez que cette fonction, elle s'appelle OCI Backup Monitor. Okay. OCI Backup Monitor, elle est déclarée ici. Donc là, j'ai une application ici qui s'appelle Cloud Event Monitor dans les applications de fonction. Elle est là, que j'ai créée. Donc, c'est une étape. Je crée une application qui va recevoir des fonctions. Et on voit que sur cette, ici, application, j'ai déployé une fonction qui s'appelle OCI Backup Monitor. Okay. Cette fonction, encore une fois, elle n'est pas arrivée là par miracle. C'est moi qui l'ai développée ici en Python. Okay. Donc, voilà un petit peu la structure. Je développe en Python. Là, je définis le niveau de login. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser l'outil FN ici. Donc, je vais utiliser l'outil FN pour publier cette fonction. Cette fonction, elle va être publiée et enregistrée au niveau ici du service fonction et stockée sous forme d'une image Docker. D'ailleurs, en l'occurrence, si je regarde ici au niveau container registry, voilà, on voit bien l'image Docker stockée sur une registry, elle est là. Donc l'image Docker correspondant à la fonction. Tout ça, ça s'est fait automatiquement, j'ai rien eu à faire, j'ai juste utilisé ici FN pour compiler, créer l'image Docker sur mon poste, l'envoyer sur la registry ici Oracle, et on la voit, elle est stockée là, et ensuite, eh bien, définir une fonction. Voilà, ensuite la fonction, elle est déjà là, elle est créée, okay, et elle va se déclencher. Voilà. Si je regarde, on voit ici qu'elle vient d'être appelée. D'accord ? Au niveau configuration, il y a un certain nombre de paramètres que j'ai bien évidemment bien renseigné, puisque chaque fonction, pour s'exécuter, a besoin d'un certain nombre de paramètres. Par exemple, un paramètre de cette fonction, c'est, vu que je vais insérer une donnée dans une Autonomous DB, j'ai forcément besoin d'un password de l'Autonomous DB, quelque chose au niveau sécurité. Et bien, je vais aller chercher ce password au niveau du Cloud Oracle dans un Vault. Donc là, si je regarde, je vais aller chercher le password ici dans un Vault. Vault, ici, et je vais avoir le password de la DB, parce qu'évidemment, je ne veux pas donner le password de la DB. Voilà, ma Vault in Paris.
Je vais regarder les secrets et j'ai mon password d'Autonomous. OK? Donc, vous voyez, j'utilise beaucoup de services et notamment une Autonomous qui, à la fin, va recevoir ce composant JSON, ce message JSON, hein, puisque si on le regarde un petit peu ici, JSON, il est là. Vous voyez, il a vraiment une tête ici de document JSON. Donc, quand on voit sa tête à cet événement, on se dit, bah ouais, forcément, je ne vais pas me fatiguer. C'est un événement, il a une tête de document JSON. Le meilleur endroit pour aller stocker du JSON, c'est une Autonomous. Donc là, je vais aller sur RegDB, je vais aller regarder l'Autonomous. OK, elle est là. Donc, mon Autonomous JSON, elle est disponible. Elle a énormément de fonctionnalités. Alors ça, je vous montre ça parce que c'est fantastique. D'accord. Vous allez voir en termes d'utilisation. Donc, j'ai une Autonomous JSON. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec. C'est énorme. Donc, on peut faire de l'Apex. Moi, évidemment, j'ai été sur la partie REST parce que ma fonction, je souhaitais qu'elle communique avec l'ADB, pas en se connectant via SQLNet, etc. Je voulais tout simplement qu'elle appelle une URL REST. Et pour ça, tout simplement, on utilise Oracle REST, voilà, ORDS, REST Data Service, qui permet tout simplement de faire du REST natif avec cette DB Autonomous. Du REST natif, OK, ça veut dire que je peux utiliser un Postman et par exemple, ici, si on regarde un petit peu ma DB, si je regarde ma DB ici, voilà, si je regarde là je suis connecté sur la DB, on voit que là où je vais stocker le document JSON, ma collection, c'est cette table qui s'appelle backup. C'est une Autonomous 19c, donc le backup est stocké, le document JSON, est stocké sous forme d'un blob, d'accord? Mais j'ai la possibilité, et ça c'est génial, de voir ce document JSON sous forme relationnelle. Comment? Si vous allez voir ici sur le projet GitHub, okay, en fait, je vais pouvoir créer une vue. Alors, ce n'est pas celui-là. Tac, je vais repartir. Backup Monitor, c'est celui-là. Tout simplement en créant une vue. OK. Ici. Donc, j'ai le document. Je vais avoir des logs. Je vais vous montrer ça. Et je vais créer une vue pour voir le document JSON de façon beaucoup plus sympa. Cette vue, elle est là. Regardez. Ici, je crée une vue depuis la table backup qui stocke le document JSON et c'est moi qui définis les différents champs. Donc, pour le coup, au lieu d'avoir le stockage et en JSON, mais je peux créer une vue qui est purement, du coup, relationnelle avec des champs que je maîtrise parfaitement. Donc là, j'ai un champ compartiment ID, compartiment name, l'event type, c'est intéressant pour moi, ok. Et de regarder ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'en ai un nouveau qui est arrivé. Et pour le coup, la vision que j'en ai, elle est purement relationnelle. Et c'est bien, voilà, un événement delete de file storage qui a eu lieu. Okay, et j'ai tous les champs ici visibles d'un point de vue relationnel. Et je suis donc capable, ici au niveau d'Autonomous, je suis capable d'aller sur la partie Apex et de créer ma propre application pour consulter tous les événements qui ont eu lieu de backup, de sauvegarde, etc. et faire ma propre interface à moi, hyper visuelle et très sympa. Pour regarder, cette fonction elle a été appelée, donc je retourne dessus, cette fonction elle est là, Cloud Event Monitor, elle a été appelée, ok, elle s'est exécutée une fois. Moi, cette fois, j'ai envoyé les logs de la fonction. Alors, soit je les envoie sur un service Oracle qui s'appelle OCI Logging, qui est top, parce qu'on a aussi un service, voilà, des services de log et de monitoring qui sont très, très riches, mais je peux aussi l'envoyer sur une offre externe, et notamment ce qu'on appelle un PaperTrail. Voilà, PaperTrail qui est une offre externe, où là, je vais retrouver ma fonction qui a tourné, et je vais retrouver normalement dans les logs, voilà, je vais retrouver les logs de ma fonction, ici, qui s'est exécutée. Et ça va me permettre de suivre un certain nombre de choses. Alors là, je peux utiliser PaperTrail, je peux utiliser aussi OCI-Logging. On verra ça sur une autre démo. Et donc, j'ai bien tout le schéma
qui s'est produit depuis la création, donc le delete du snapshot a déclenché un événement qui a appelé la fonction, qui a récupéré le document JSON, qui l'a inséré dans Autonomous. Et j'ai rien à faire. Si demain, je veux ajouter le suivi d'un autre événement, eh bien, je vais là, j'ai rien à faire. Je vais au niveau d'ici et je lui dis, ben maintenant, en plus de suivre Create Snapshot, tu vas suivre autre chose. OK. Donc, hyper puissant, database, voilà, etc. Maintenance begin. Regardez. Paf. Maintenant, tu vas suivre tous les événements de maintenance. Et donc, je vais trapper de façon générique tous les événements qui m'intéressent au niveau du cloud et les envoyer dans une Autonomous JSON pour en voir une vue purement relationnelle, me permettant de construire une interface assez riche et une interface comme moi je le souhaite. Okay. Donc ça, c'était vraiment le premier use case, et vous l'avez au niveau de l'architecture Panther. Ce use case est déjà en production chez des clients français, notamment pour stocker des événements de maintenance, ici, d'ExaCS. Et par contre, au lieu d'insérer dans Autonomous JSON, c'est des pages web qui sont créées directement pour les stocker dans l'object storage et consulter des URL HTML pour les visionner. Voilà, mais c'est exactement la même chose. Donc ça, c'était le premier use case. Alors, vous voyez qu'en tant qu'architecte, franchement, c'est riche. C'est-à-dire, j'ai une problématique à régler et je m'aperçois qu'en mettant des boîtes les unes dans les autres, j'ai quasiment rien à faire pour arriver à une solution optimale. Pour mettre en place cette fonction-là, il faut voir que j'ai développé juste le code d'une fonction, c'est tout. Hein, j'ai quasiment rien fait, puisque la partie reste sur Autonomous, c'est automatique. Tout le reste est quasiment que de la configuration automatique. Donc, c'est très puissant, hein, et ça me permet d'être très créatif. Autre exemple, alors là, qui est plus lié du coup à un use case développeur. On a vu, hein, ce use case-là, c'est vraiment un use case administration, opération. Donc, je suis un profil de cloud opérationnel, j'ai besoin de suivre tout un ensemble de choses sur le cloud, et voilà comment je vais le faire. Et c'est vraiment le scope principal des fonctions aujourd'hui. J'ai un use case ici qui est purement développeur. Alors, c'est quoi ce use case? Je vais autoscaler des consommateurs donc de messages dans un service qui s'appelle OCIQ. Donc, je vais faire du scale out et du scale in, c'est-à-dire augmenter automatiquement le nombre de consommateurs et diminuer le nombre de consommateurs automatiquement en fonction du nombre de messages présents dans la queue. Comment ça va fonctionner? Je vais avoir un programme qui insère des messages au niveau de la queue, okay, et j'ai déployé au niveau d'un cluster Kubernetes, donc là, un consommateur de messages. Ce consommateur de messages, initialement, il y en a 0 qui tourne. Okay. Lui, il va y en avoir des consommateurs qui vont être créés uniquement lorsque le nombre de messages au niveau de la queue va dépasser un certain niveau. Et pour ce faire, pour aller trouver le niveau du nombre de messages dans la queue, eh bien, je vais tout simplement utiliser une fonction. Et cette fonction, elle va être accessible via l'API Gateway. Donc, l'API Gateway va me donner une URL REST qui permet d'appeler la fonction, qui va calculer le nombre de messages visibles prêts à être consommés. Et au niveau ici de Kubernetes, d'accord, je vais avoir un consommateur qui est déployé, qui utilise un autoscaler natif de Kubernetes et qui s'appelle Keda, tout simplement, un autoscaler horizontal, c'est-à-dire qu'il va augmenter le nombre de consommateurs et donc le nombre de pods dans Kubernetes en fonction du nombre de messages qui sont à lire. Et comment il obtient cet autoscaler? Eh bien, le nombre de messages à lire en appelant l'API Gateway qui appelle la fonction qui donne le nombre de messages. Donc ça, c'est très, très simple. Je vais vous montrer ça. Donc, on peut déjà aller voir. Déjà, on va changer de tenante. Sur cette partie-là, on est à Francfort. Voilà. Donc, je vais déjà aller voir ici la queue. Donc, on va aller chercher la queue, développeur service. On va chercher la queue, service queue ici. Voilà. Donc, je vois que j'ai ma queue qui est définie ici, hein, qui est prête à recevoir des messages. Il y a deux types de services pour l'échange de messages chez Oracle.
on a soit un service qui est orienté une seule consommation, donc je publie un message, je garantis la consommation d'une et une seule personne, c'est ce qu'on appelle typiquement une queue, où je vais aussi avoir Oracle Streaming. Je vais aussi avoir Oracle Streaming qui permet cette fois-ci d'avoir des topics, donc de publier le message et d'avoir plusieurs consommateurs intéressés. Donc queue, c'est vraiment, je veux la garantie que ça soit consommé par une seule et une seule personne. Okay. Si je regarde queue ici, il y a 0 message ici. Si j'appelle ici, voilà, l'URL à envoyer, si j'appelle cette URL, normalement, je vois j'ai 0 message. 0 message, comment existe cette URL? Cette URL, c'est tout simplement l'API Gateway. Donc, l'API Gateway, ici. Donc, je vais avoir une API Gateway qui est définie, voilà, et qui va pointer. Cette API Gateway, elle va être suivie, et elle va pointer pour aller travailler avec une fonction, ici, qui a été déployée. Okay. Donc, très, très simple, avec, du coup, ici, le endpoint, sur lequel je vais pouvoir faire un appel en rajoutant la méthode de la fonction. Okay. Donc, je vois, il y a 0 message. 0 message ici qui sont lisibles. Donc, si je me mets au niveau d'un producteur, voilà, donc imaginons un projet d'une application on-premise qui se dit, bah, moi, ça y est, je vais envoyer des messages. Et donc là, j'envoie ici des messages. D'abord, je peux regarder ici. Normalement, je n'avais pas de consommateur. Donc voilà, GetPod. Ici, je n'ai pas de consommateur qui lit les messages. Mais très rapidement, d'accord, je vais avoir ce qu'on appelle ici des consommateurs qui vont se mettre en place. Et ça, grâce à l'autoscaler. Si je regarde ici, je vois qu'il va y avoir des messages, bah, voilà, qui sont visibles. Là, j'en ai 60. Okay. Si je vais regarder maintenant la queue directement, ici, je vais regarder la queue. Je vais pouvoir voir au niveau de la queue, voilà, je vois des messages qui sont visibles, 20, etc., etc. D'ailleurs, je peux en récupérer certains, d'accord? Je peux en récupérer, je peux les regarder, d'accord? Là, je peux regarder le détail. Voilà, bon, en l'occurrence, là, j'ai un message qui correspond à une réservation. Donc, c'est un vrai projet, ça. C'est une réservation d'hôtel, donc un booking d'une chambre d'hôtel, avec un certain nombre d'informations. OK? Si je regarde maintenant les consommateurs, vous voyez que j'ai 2 consommateurs qui se sont mis en place. Okay. Donc là, j'en avais 0 au début. Maintenant, j'en ai 2. Et en fait, plus il va y avoir de messages, et plus je vais avoir de consommateurs. Et d'ailleurs, si je vais regarder les logs d'un consommateur, voilà, donc j'en ai toujours 2, parce que ça suffit, apparemment. Si je vais regarder les logs d'un consommateur, QECTL, donc ça, c'est du pur Kubernetes. Hein, logs, je regarde les logs de ce premier consommateur, voilà, ici, et je vais voir normalement dans les logs du consommateur, eh bien qu'il est en train de lire des messages. Hein. Donc là, le cluster Kubernetes est à Francfort, donc des petits temps de réponse. Voilà, on voit, je suis en train de lire des messages, hein, tout simplement. Donc là, je vais arrêter pour le coup, CTRL-C, voilà, je vais arrêter de lire les messages. Et ici, je vais m'apercevoir qu'au niveau de la fonction, à un moment donné, ben, voilà, j'ai plus de message. C'est-à-dire que mes consommateurs sont en train de tout manger. Et pour le coup, comme je n'ai plus de message, si je retourne au niveau de mon cluster Kubernetes, alors mon cluster Kubernetes, c'était ici Developer Service, cluster Kubernetes ici, donc un cluster Kubernetes managé, il est là, d'accord, à Francfort. Il est constitué d'un node pool qui contient 3 VM. Donc, j'ai 3 VM qui hébergent ce qu'on appelle des worker nodes. Un worker node étant voilà, la VM IaaS au niveau duquel va s'exécuter le consommateur de messages de Kubernetes. Donc là, encore une fois, un service Kubernetes managé, et moi, en tant qu'utilisateur, et ça, je le rappelle, c'est quand même vachement sympa, je ne paye pas le service managé. Je ne paye que les ressources IaaS. Ressources IaaS, si je regarde, c'est quoi? Eh bien, vous voyez les 3 VM ici du Kubernetes Manager, elles sont là. 2 au CPU, 32 gigas de mémoire. Eh bien, je vais payer du IaaS. Mais rien de tout ce qui est Kubernetes Manager. Rien, je ne vais rien payer de tout ce qui est Kubernetes Manager. Si je regarde maintenant les pods, voilà, eh bien, je vais m'apercevoir normalement que le nombre de consommateurs va diminuer. Et donc, je pars de 0. Hein, je pars de 0 comme consommateur. Ah, j'en ai toujours 2, hein, parce que le scaler va faire son boulot. Si je regarde un petit peu le code
le code ici, voilà, de déploiement du consommateur. Donc, vous savez que quand on déploie, vous ne savez pas, mais quand on déploie un composant sur Kubernetes, on a des fichiers YAML. Et en fait, vous voyez que ça, c'est le scaler SCADA qui dit lorsque le nombre de messages est supérieur à 200, d'accord, eh bien, tu scales out. OK? Et donc, tu me recrées un consommateur. Et je lui donne, pour le coup, eh bien, l'URL API Gateway qui expose la méthode de la fonction qui lit, d'accord, les messages. Okay. Donc, encore, voilà, quelque chose de vraiment de puissant, hein, puisque initialement, je n'ai rien qui tourne, c'est-à-dire je n'ai rien qui est consommé en termes de ressources au niveau pod. Et pour le coup, c'est en partant de zéro que je vais créer et scaler. Ça montre donc une utilisation, encore une fois, côté développeur. Et pour terminer, je vais vous parler de ce use case-là. Alors là, on va parler de container instance. Container instance, clac. Alors, on va regarder container instance. C'est, je déploie cette fois-ci une image Docker, mais à Paris, clac. Donc, je déploie une image Docker, OK. Mais cette fois-ci, je ne veux pas avoir la complexité, de Kubernetes. Kubernetes, j'ai tous les autoscaling automatiques. Là, ce service container instance, il est arrivé il n'y a pas longtemps, et pour le coup, il n'a pas l'autoscaling. Alors, on peut se dire, bon, OK, je n'ai pas l'autoscaling, mais j'ai tout un tas de services à ma disposition, comment je pourrais être créatif? Eh bien, en l'occurrence, là, on a 2 containers instances qui sont déployés, c'est des applications Spring Boot, et sur cette application Spring Boot, exposée via un load balancer, et vous voyez, là, j'ai Hello World. Et ça, c'est le load balancer. OK. Alors, je vais vous montrer l'architecture, mais d'abord, je vais lancer, ce que je voulais que vous voyez, c'est, j'en ai 2. OK, j'en ai que 2. Et pour le coup, je vais lancer une injection. Donc, je vais lancer une injection, et là, je vais injecter sur l'URL, d'accord, sur une méthode qui est très coûteuse en CPU pour essayer de scaler. Okay, et donc là, je lance. Voilà. Et là, je lance déjà une injection dessus. Et maintenant, on va aller regarder l'architecture. L'architecture, c'est j'ai un service qui ne scale pas automatiquement. Mais comment je peux me montrer créatif? En fait, la première chose, c'est quand je travaille généralement sur le Cloud Oracle, je ne crée pas à la main. D'accord ? Je ne crée pas à la main tous les composants parce que c'est source d'erreur. Donc, pour le coup, comme je ne crée pas à la main tous les composants, je vais utiliser de l'infrastructure as code et pour faire cela, je vais utiliser principalement du Terraform. Du Terraform, c'est je vais décrire sous forme de fichier .tf l'ensemble des ressources qui vont être créées sur le cloud. OK ? Et donc, je vais avoir une configuration Terraform, un projet, qui va me permettre en un seul ordre, Terraform Apply, de créer tout un ensemble de composants. Donc là, je vais vous montrer une configuration Terraform qui a été faite, que j'ai faite, qui crée les containers instances, qui crée le load balancer et qui expose les containers instances comme backend derrière le load balancer, me permettant finalement d'appeler ici ces applications qui tournent alors qu'elles sont dans un private subnet, c'est-à-dire totalement inaccessible. Okay, et ça, je vais avoir une configuration Terraform pour faire ça. Maintenant, je veux que ça scale, mais cette caractéristique n'existe pas. Comment je peux faire? Eh bien, tout simplement, je vais définir une alarme. Ici, je vais définir une alarme pointant sur le suivi de ces containers instances. Et je vais définir 2 alarmes. Une première alarme qui est si, en termes de CPU, en moyenne, je suis supérieur à 80%, je veux créer une nouvelle container instance. Et si je suis inférieur à 40%, eh ben, du coup, il y en a trop, je vais détruire un container instance. Donc, moi, je vais envoyer en tant qu'alarme une notification. Okay. Cette notification va appeler une fonction. Cette fonction va appeler le gestionnaire de configuration Terraform pour modifier +1, -1, le nombre, ici, de containers instances qui tournent. Et c'est lui qui va ajuster, donc créer la nouvelle container instance et fait qu'elle s'enregistre automatiquement au niveau du load balancer. Donc ça, premier appel de cette brique-là, ça veut dire j'ai développé ici, au niveau code, une configuration Terraform.
Donc, je vais regarder ici, Terraform, container instance. Voilà, donc j'ai développé une configuration Terraform où vous voyez, Terraform, c'est quoi? C'est des fichiers .tf qui décrivent des ressources sur le cloud, ok, et qui permettent du coup de créer des ressources via simplement de la description. Donc c'est fantastique, notamment parce que il y a la côté idempotency, c'est-à-dire Terraform sait ce que j'ai créé, donc si je fais une modif, il ne va pas tout modifier, il va juste faire le différentiel. Et comment va s'effectuer cette modif? Vous voyez qu'au niveau du code, cette ligne, elle va être responsable de créer une container instance qui va appeler une image Docker Spring Boot que moi j'ai créée. Et sauf que j'ai une variable qui est var count qui dit crée-en autant que le nom de cette variable. Et donc, je vais pouvoir faire bouger cette variable pour créer plus de container instances ou pour en enlever. Okay. Une fois que ce projet est développé, pour le coup, je vois qu'ici, ce projet utilise des modules indépendants sur Terraform. Donc, j'ai un premier module qui me crée les container instances, j'ai un deuxième module qui me crée le load balancer et qui va enregistrer en termes de back-end les container instances qui ont été créés ici, derrière le load balancer. Okay. Pour faire ça, au niveau ici, je vais utiliser Stack Resource Manager. Stack Resource Manager, ici, en fait, c'est un Terraform as a Service. Donc, vous voyez ici un Terraform as a Service. OK. Vous voyez ici un Terraform as a Service. Et vous voyez, par exemple, la première fois, eh bien, lorsqu'on a tourné ce service et qu'on a fait un Terraform apply, OK, eh bien, il a créé, tout simplement, juste parce que j'ai un petit, voilà, il a créé un ensemble de ressources, ici, qu'il a ajouté. Okay, qu'il a ajouté. Et donc, il a créé les containers instances que je vous ai montrés ici, qui sont déployés sous forme de containers Docker. Ils sont ici. Okay. Il a créé un load balancer network, load balancer, et il a, qui est là, et il a directement enregistré en termes de back-end du load balancer. Donc, il a créé un back-end set et il a créé derrière, ici, eh bien, les deux back-ends que vous voyez qui correspondent tout à fait aux deux containers instances qui ont été créés. Donc déjà, toute la création est automatisée et en plus, lorsque je vais dans Stack Resource Manager, je sais ce qui s'est passé. Donc moi, je sais ce qui s'est passé. J'ai la possibilité au niveau historique de consulter toutes les modifications qui ont été effectuées. En termes de debug aussi, ici. Alors là, j'ai un événement qui vient d'arriver. Tiens, je vais faire un scale-out. Comment cet événement s'est produit? Tout simplement, on a défini une alarme. Donc ici, je vais sur alarme, alarme status. OK. Je regarde cette alarme, critical. OK. Donc ici, vous voyez qu'elle vient de se déclencher. Cette alarme, elle surveille la CPU moyenne, d'accord, des containers instances qui sont en train de tourner. Et lorsqu'on va dépasser 80%, si en moyenne on est supérieur à 80% pendant plus de 2 minutes, donc on voit ici pendant plus de 2 minutes, d'accord, on voit que j'ai été supérieur à 80%, ça signifie que, eh bien, j'envoie une notification sur le service notification. Si je clique sur notification, ici j'arrive et je peux voir, eh bien, sur ce service notification, vous voyez que j'ai créé deux choses. Une fois que la notification elle arrive, j'envoie un email. C'est l'email que je vous ai montré. Okay. Et aussi, je déclenche la fonction. Okay. Donc, je déclenche cette fonction qui est là. Et pour le coup, cette fonction, eh bien, hop, elle est ici. Et normalement, elle vient de se déclencher. Donc, si elle s'est déclenchée, probablement, elle a dû augmenter de 1 la configuration Terraform pour augmenter le nombre de containers instances. Donc là, je peux aller voir au niveau de Stack Resource Manager, où je vais voir la configuration. Ici, voilà. Et là, en ce moment, vous voyez, j'ai une nouvelle configuration qui est en train de tourner. Parfait, c'est super. Mais ce n'est pas moi qui crée les ressources, d'accord? Et là, je vois plan to add 2, OK, je vais créer un nouvel container instance. Et puis, pourquoi 2? Eh bien, parce que je vais créer un nouveau back-end que je vais ajouter
derrière le load balancer. OK? Et ça, eh ben, ça me permet de scaler, puisque je vais passer en théorie, lorsque ça sera fini, de 2 containers instances à 3. Et vous voyez que c'est en cours, ça va fonctionner, il n'y a aucun problème, mais moi, j'arrive au bout de mon timing, et c'est pour ça que je vais laisser la main. N'hésitez pas à aller voir sur la présentation. Voilà, vous avez différents éléments à les cliquer et à les voir et à tester.